À tous, donc je suis très content d'être ici ce soir avec vous à Oulin, donc à l'invitation de Printemps. Voilà, donc je travaille effectivement depuis une vingtaine d'années sur les questions panafricaines. Alors je dis panafricain parce que ça permet de résumer beaucoup d'axes et beaucoup de terrains différents qui lient principalement l'Afrique, la Caraïbe, les Amériques, l'Europe et l'océan Indien, qu'on oublie trop souvent, mais qui fait vraiment partie de cet espace de réflexion, et même d'une certaine manière aussi le Pacifique, puisque lorsque l'on parle de l'Amérique du Sud, enfin Guyana, il y a d'importantes populations africaines et afrodescendantes qui sont sur la côte Pacifique, Colombie, Équateur, Pérou, etc. Je travaille effectivement aussi sur différents espaces, donc à la fois dans des milieux institutionnels. J'ai par exemple travaillé sur le volet de l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Et là, je travaille sur un projet autour notamment de la Biennale de Luanda avec l'Angola. Je travaille également avec dans des cadres scientifiques et universitaires, donc avec différentes structures, et dans des cadres militants, populaires, citoyens, révolutionnaires, démocratiques et progressistes, et anti-impérialistes. Donc du coup, j'ai vraiment plusieurs déclinaisons de mes présentations, comme celle de ce soir, qui parfois sont purement, on va dire, académiques, qui parfois sont totalement militantes, et qui dans d'autres cas sont plus institutionnelles. Voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui fait que ma manière de travailler correspond également à la définition du panafricanisme, qui pourrait être un peu l'équivalent du couteau suisse des histoires africaines. Voilà, c'est-à-dire que quand vous maîtrisez la question panafricaine, quand vous abordez un certain nombre de sujets à travers le panafricanisme, ça vous permet de circuler dans un certain nombre d'espaces dans lesquels je vais vous emmener modestement ce soir. Alors c'est peut-être écrit un petit peu petit, mais je vais revenir dessus. Donc là, le premier point, c'est vraiment la question de la méthodologie du panafricanisme. Et moi, je m'inspire beaucoup effectivement de Walter Rodney, qui est un historien originaire de la Guyana, qui est le seul territoire de colonisation britannique en Amérique du Sud, qui est aujourd'hui un État indépendant, et qui a eu un parcours que je ne vais pas résumer ce soir-là, mais dont le parcours en fait est fait de circulation. Et donc l'un des premiers éléments sur le panafricanisme, c'est que c'est une histoire de circulation. Voilà, si vous vous y intéressez, si vous militez dedans, vous devez voyager, vous devez vous déplacer, vous devez rencontrer, expérimenter, explorer un certain nombre de terrains, puisque l'un des enjeux de cette histoire, c'est de croiser à la fois la dimension globale et les enjeux locaux. C'est en fait identifier les dénominateurs communs. Quel est par exemple à l'échelle de ce grand continent africain de 30 millions de kilomètres carrés, les plus petits dénominateurs communs à partir desquels on peut trouver des solutions pour l'ensemble de tous les peuples africains. C'est un peu ce genre de choses que l'on cherche lorsque l'on a une lecture, une pratique des sciences sociales avec une perspective panafricaine. C'est comment on identifie les plus petits dénominateurs communs à des peuples très différents les uns des autres en apparence, pour ensuite essayer d'y apporter des solutions. C'est également comment on lie la question de la théorie avec celle de la pratique, puisque le panafricanisme n'est pas né dans les salles d'université, n'est pas né dans les salons bourgeois du XVIIIe ou XIXe siècle. Il est vraiment né dans les cales des bateaux négriers, dans les champs de coton, dans les usines du prolétariat, etc. Donc il y a vraiment une dimension de production de la théorie à partir de l'expérience, à partir de la pratique, à partir du vécu. Et très souvent, l'un des premiers axes d'entrée de l'histoire du panafricanisme, ce sera les autobiographies des personnages qui ont été dans cette histoire-là. Souvent, la lecture que l'on fait, elle va être une lecture associée à des personnes qui ont eu une trajectoire, et c'est à travers leur trajectoire qu'on lit un peu cette histoire-là. Donc il y a une dimension de ce que on appelle l'égo-histoire, E-G-O, plus loin histoire, qui est en fait l'histoire de soi, et comment
ces histoires de soi font commun, font sens collectif. Il y a également un enjeu important dans cette approche panafricaine, c'est la question donc, de l'analyse comparée. L'un des enjeux là aussi, c'est comment on analyse différentes situations et comment en fait on identifie dans cette différence de situation des solutions communes. Par exemple, ça va être comment on va regarder, par exemple, je prends un cas très concret, on va regarder au niveau du continent africain, quel est le pays qui a le meilleur système de sécurité sociale et comment en fait ce système de sécurité sociale qui est le meilleur dans un pays africain peut être continentalisé, globalisé ou élargi à l'ensemble du continent africain. Ou comment en fait dans une même situation de crise, type par exemple le troisième mandat, changement de constitution, etc., eh bien on a des réactions différentes d'un peuple à l'autre. Et ça, par exemple, c'est une lecture panafricaine, parce qu'elle pose la question de l'analyse comparée, de la politique comparée des États africains, et également des expériences comparées des peuples africains. Et donc ça nécessite en fait de sortir du cadre purement national ou nationalistique de l'histoire, sachant que l'histoire est une discipline très guerrière, très nationaliste, et donc il faut rentrer vraiment dans l'histoire globale, l'histoire transnationale, l'histoire des circulations, l'histoire des migrations. Un autre élément important également, c'est quelles sont dans les comparaisons que l'on fait les difficultés majeures qui ressortent. Là aussi, c'est un élément qui vise en fait à comment on fédère des peuples qui ont été, divisés, qui ont été amenés à se méfier les uns des autres, comment en fait on les fédère autour justement d'une difficulté commune qui leur permet de se rendre compte qu'ils ont plus de points communs que de points de divergence. Donc là, il y a une citation un peu longue de Walter Rodney, mais qui résume un peu, je dirais, mon approche de travail. Voilà ce qu'il dit: j'ai eu le rare privilège de voyager, vivre et travailler avec des Noirs dans beaucoup de contextes. Donc il parle bien de privilège, c'est-à-dire que quand on est noir et quand on est africain, avec un passeport africain, voyager, c'est pas évident. Voilà, vous avez peut-être vu ces histoires enfin, vous connaissez ce qu'il en est. Donc le fait de voyager, c'est déjà une manière de défier un ordre qui veut que certains n'aient pas cette possibilité d'aller voir ce qui se passe à côté. Le principe même de la colonisation, c'était d'empêcher les circulations à l'intérieur des différents ou entre les différents espaces coloniaux. Donc, Rodney continue, cela m'a sensibilisé sur comment nous devons comprendre la particularité de situations différentes au sujet du panafricanisme, au sujet de la solidarité internationale dans le monde noir, donc ce qu'on appelle l'internationalisme noir, qui avait été évoqué notamment par Paulette Nardal et également par Marcus Garvey. Quelle que soit la zone du monde noir où nous vivons, nous avons une série de responsabilités. L'une des plus importantes est de définir notre propre situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes noires de France, d'Angleterre, du Brésil, du Canada, etc., doivent, à leur niveau, définir leur propre situation. Qu'est-ce que c'est qu'être noir en France? Qu'est-ce que c'est qu'être, je sais pas, martiniquais? Qu'est-ce que c'est qu'être afro-colombien, afro-vénézuélien, etc. Donc définir notre propre situation. Qu'est-ce que c'est qu'être panafricain dans le contexte de la République française? Qu'est-ce que c'est qu'être panafricain dans le contexte de la monarchie britannique, etc. Donc définir notre propre situation, premier point. Une seconde responsabilité est de présenter cette définition aux autres parties du monde noir, en réalité à tout le monde progressiste. Et donc il faut, dans ce contexte-là, que des Afro-Colombiens échangent avec, je sais pas, des Afro-Britanniques, etc., avec des Camerounais, pour que chacun expose en fait la situation dans laquelle il se trouve. Une troisième responsabilité, et je le pense dans l'ordre de priorité, est d'aider les autres dans une partie différente du monde noir à réfléchir sur leur propre expérience particulière. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont plus compliquées, plus dramatiques, plus complexes que d'autres. Et donc l'un des devoirs en tant que militant panafricain, c'est de nous consacrer également à aider ceux qui sont dans les plus grandes difficultés à mieux comprendre leur situation, parce que les difficultés dans lesquelles ils sont plongés les empêchent généralement de jouer leur rôle à l'échelle du panafricanisme. Et dans ce contexte-là, il y a 2 ou 3 cas qui sont emblématiques. C'est le cas de Haïti, puisque Haïti est la terre de naissance du panafricanisme, mais le peuple haïtien vit dans des conditions
qui l'empêche structurellement de jouer son rôle historique et politique aujourd'hui. Et donc il est du devoir du panafricanisme, des militants panafricains, de réfléchir, d'appuyer, d'accompagner les camarades et militants haïtiens dans leur réflexion sur le rôle qu'ils ont à jouer. Et c'est le cas aussi évidemment de la République démocratique du Congo, puisque le fait que ce pays soit depuis au moins 3 décennies embourbé dans des crises l'empêche de jouer son rôle à l'échelle continentale. Et donc l'enjeu de tout Africain, c'est d'avoir une conception de ce que représente ce type de territoire-là dans le relèvement complet du continent africain. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut, aider d'autres peuples à réfléchir sur leur propre expérience particulière, surtout quand ils sont mis dans des conditions qui les empêchent précisément de réfléchir. Et dans l'histoire de Haïti, dans l'histoire du Congo, dans l'histoire principalement de tout ce qui relève des régimes dictatoriaux, le principe même de la dictature, c'est d'interdire les gens de penser. Voilà, c'est interdire de penser, interdire les gens de lire. Donc la circulation des livres dans ces espaces-là est également un enjeu de lutte. La priorité est de nous adresser aux nôtres. C'est comme cela que nous analysons où nous en sommes. Ensuite, nous pouvons dire aux autres participants de la lutte dans le tiers-monde, voici l'analyse à nos yeux de ce qui se passe, voilà, de ce qui se passe en Afrique, mais de ce qui se passe aussi à Gaza, en Ukraine, au Venezuela, enfin partout, puisque généralement, la voix africaine ou les voix africaines sur les conflits dans le monde sont généralement ignorées. Voilà, quand vous avez des cartes sur quels sont les pays qui, je ne sais pas, reconnaissent l'Ukraine, Maduro, etc., vous avez le monde entier, puis l'Afrique, c'est un truc vierge, c'est un truc blanc. Voilà, les Africains ne pensent pas, les Africains ne prennent pas position, les Africains n'existent pas. Et donc là, il faut que nous ayons la possibilité de dire ce que nous pensons de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que nous dirons aux autres camarades des différents terrains de lutte, voilà, donc ces gens l'apprendront et en feront ce qu'ils en veulent. Mais s'ils ont un sens de l'internationalisme, ils la traiteront très sérieusement. Et là, je fais par exemple référence à Cabral que vous avez étudié, je pense, vendredi ou samedi, je ne sais plus exactement. Il y a une de ses déclarations où il explique très clairement l'importance pour les jeunesses de la gauche portugaise de se former aux questions coloniales. Il le dit très clairement, c'est extrêmement important que quand vous êtes des jeunesses de ces pays qui ont produit des empires coloniaux, vous vous formiez à la question coloniale qui est essentielle. Donc il y a un très beau texte où il explique, je pourrais vous le partager ultérieurement. Et seulement, alors, je serai en position de dire que, de notre point de vue particulier, la lutte avance dans cette direction. Voici comment votre analyse me semble pouvoir fonctionner, ou à la lumière de notre expérience, ici ou là, nous aimerions interroger tel ou tel aspect. Donc, ce premier point de méthodologie, il est vraiment pour souligner et indiquer la nécessité vraiment de développer une lecture critique de l'histoire, une analyse critique du monde, des relations internationales, des enjeux économiques, géopolitiques, environnementaux et autres, qui tiennent compte de cette perspective panafricaine, qui s'appuie sur une analyse comparée des mondes noirs et des contextes africains. Voilà. Et c'est ça, je pense, le point de départ de la méthodologie du panafricanisme, parce que c'est une méthodologie qui ensuite vous permet effectivement d'embrasser un nombre suffisant de terrains et de pouvoir, je dirais, les relier et de faire émerger des connexions que le capitalisme et l'impérialisme ont nécessairement tendance à cacher et à masquer, puisque le propre du capitalisme et de l'impérialisme et du colonialisme qui les a précédés à ce niveau-là, c'est de diviser pour mieux régner. Et donc lorsque vous développez une analyse fondée sur une idée comme celle du panafricanisme qui est pour relier, eh bien vous êtes nécessairement intrinsèquement sur une ligne anticapitaliste, anticolonialiste et anti-impérialiste, parce que vous brisez justement les chaînes invisibles justement de cette division-là. Ensuite, donc sur les points historiographiques, alors là il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Alors d'un point de vue anthropologique, l'idée du panafricanisme, on voit en fait à l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. C'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, il y a eu une traite spécifique, la traite transatlantique, il y a eu la traite arabo-musulmane avant, la traite interne, etc., mais qui ont d'autres caractéristiques, mais à partir du XVe, XVIe siècle,
qui correspond aussi à la conquête des Amériques, on entre dans un autre domaine, je dirais, de mise en place des systèmes mondes, comme disait Wallerstein, qui fait que l'Afrique va voir des millions de ces hommes et femmes et enfants déportés à l'extérieur du continent, dans le cadre donc de la construction et de la colonisation des Amériques. Et ces hommes et ces femmes donc, qui ont été déportés sont partis avec des éléments culturels, avec des langues, avec des spiritualités, avec des danses, avec des musiques, avec des, avec des manières de chanter, de pleurer, de rire, de faire le deuil, etc., qui vont être brassés dans le contexte de la traite et qui vont produire de l'autre côté des Amériques des diasporas, mais plus des diasporas dans le sens classique du terme, à savoir un groupe qui quitte le foyer central et qui s'établit ailleurs et qui garde des contacts avec le foyer d'origine, mais des diasporas forcées. On est dans les migrations forcées. Et tous les éléments culturels africains qui survivent à l'extérieur du continent dans ce cadre-là vont forger en soi une identité panafricaine. Et c'est un élément très important parce que c'est un élément qui est paradoxalement contesté. Voilà, je vois beaucoup de débats sur les réseaux sociaux qui disent oui, voilà, surtout parmi les camarades de la Caraïbe, voilà, nos ancêtres qui venaient majoritairement du Congo, du Bénin, du Sénégal, etc. Mais en réalité, tout a été brassé. Et ce qui est apparu dans les Amériques, ce sont justement des survivances culturelles africaines qui permettent de relier des sociétés afro-américaines, afro-descendantes à des identités africaines, tout en sachant que dans bien des cas, la colonisation qui se met en place à partir de la fin du 19e siècle est un rouleau compresseur qui fait que certains éléments culturels africains n'existent plus en Afrique, mais ont survécu dans les Amériques. Ce qui pose toujours la question de où se trouve aujourd'hui la source de certaines pratiques ou de certains éléments. Et ce qui fait que, pour des Africains même, parce qu'on est souvent dans la logique que la diaspora doit se reconnecter en allant en Afrique, mais dans certains cas, sur le continent, il peut y avoir une aliénation plus grande que dans les diasporas, parce que dans les diasporas, il y a des communautés qui se sont maintenues, dans les Quilombos, dans les Palenqués, dans les Kumbites, dans pas mal d'endroits, qui font que dans les années 30, le fondateur de l'anthropologie culturelle américaine, Melvin Dershowitz, qui est aujourd'hui très décrié, avait mis en place, avec un certain nombre de chercheurs, ce qu'il appelait une échelle des africanismes, c'est-à-dire qu'on avait analysé toutes les sociétés des Amériques et de la Caraïbe, et on avait identifié par rapport au folklore, la magie, la littérature, par rapport à tous les éléments culturels, quel était le degré de rétention des éléments africains. Et on avait creusé des équivalences, des homologies structurales avec des sociétés africaines pour montrer en fait l'importance de l'africanité dans les Amériques. C'est un travail qui a été fait dans le contexte des Amériques, qui, à mon sens, aurait dû ou n'a jamais été fait dans le contexte européen, parce que l'Europe ne se réfléchit pas elle-même. L'Europe se pense le centre du monde, et l'Europe pense qu'elle a tout découvert à tel point que personne ne sait qui a découvert l'Europe. Et c'est pour ça que la question également de la sortie de l'eurocentrisme est un élément qui est posé dans cette approche-là. Ensuite, il y a une définition du panafricanisme, qui est un mouvement de résistance, un mouvement de libération, un mouvement de solidarité entre les peuples africains du continent et de la diaspora. Voilà, ça c'est une définition, on va dire, vraiment basique. Après, elle peut être, creusée et développée. Elle correspond également à des cycles. Voilà, à partir du XVIe siècle, comme je l'indiquais, il y a un basculement qui s'opère, qui est la perte de l'initiative historique africaine. Voilà, par exemple, Walter Rodney, dans son ouvrage « Comment l'Europe se développa l'Afrique », il montre que jusqu'au XVIe siècle, l'Afrique n'était pas du tout, entre guillemets, en retard. Voilà, elle était même en avance sur l'Europe sur un certain nombre de points. Elle avait aussi son propre développement, sa propre ligne historique, mais qu'à partir du XVIe siècle, elle dévie de sa ligne historique parce qu'elle entre en fait dans le schéma de production du capitalisme qui la place en périphérie vis-à-vis des besoins de la conquête et de la colonisation des Amériques.
Et donc l'Afrique sort d'une certaine manière d'elle-même. Elle sort physiquement, c'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sortent de ce continent-là, qui vont repeupler les Amériques. Donc pendant une bonne partie du XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont les femmes africaines qui ont en grande partie repeuplé les Amériques. Donc le ventre des femmes est déjà à ce moment-là aussi un enjeu de repeuplement. Et dans le même temps, les pouvoirs politiques africains qui étaient plutôt à l'intérieur des terres s'extravertissent et se littoralisent pour aujourd'hui donner une carte de l'Afrique où vous avez toutes les capitales qui sont sur les littoraux, toutes les capitales ou les grandes villes, ou même dans les pays enclavés, les capitales sont le plus possible au sud parce qu'on est sur un continent dont l'extraversion date justement de ce XVIe siècle-là. Et c'est cette extraversion, ces déportations qui ont produit donc des diasporas, et ce sont ces diasporas-là qui vont être le lieu de naissance du panafricanisme, à commencer notamment par le cas de Haïti en 1804, qui est donc la colonie de Saint-Domingue, qui est la seule révolution victorieuse menée par des Africains contre leur maître, donc contre la France, et qui marque le point de départ de l'histoire du panafricanisme, parce que c'est la première fois qu'à l'extérieur du continent africain, on a des Africains qui prennent le contrôle d'un territoire et qui créent un État moderne et contemporain, l'État d'Haïti qui existe aujourd'hui encore. Voilà. Et cet élément-là, il est d'autant plus important que l'indépendance de Haïti consiste à redonner à la colonie de Saint-Domingue le nom originel. Donc on est également sur un projet fondamentalement décolonial, puisque la particularité des Occidentaux, de la colonisation occidentale, c'est que quand on s'accapare la terre d'un autre, eh bien on nomme la terre d'un autre par rapport à notre lieu d'origine. C'est York, New York, c'est Orléans, Nouvelle-Orléans, c'est vraiment cette approche coloniale, on s'approprie le lieu, on met le nom de l'explorateur, de celui qui a découvert ou de la terre d'origine sur le lieu qu'on a colonisé. Et donc la décolonisation, dans le cas de Haïti, elle est radicale, puisqu'on enlève les histoires de Santo Domingo et on met Haïti, le nom du peuple originel de l'île. Elle est également révolutionnaire puisque Haïti, avec Pétion, va soutenir Simon Bolivar dans la libération de la Grande Colombie, donc Venezuela, Colombie, Équateur et Pérou. Ce qui fait que vous avez les trois drapeaux donc, du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur, qui sont en réalité le drapeau d'Haïti, avec la couleur jaune qui a été rajoutée à l'époque de Simon Bolivar. Haïti va également, tout au long du XIXe siècle, constituer une menace pour le système international. Et ce qu'il faut comprendre avec Haïti, c'est que c'est la naissance de cet État-là qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. C'est la première fois qu'un peuple brise l'ordre esclavagiste établi contre l'avis des puissances coloniales, puisque Toussaint Louverture a vaincu les Britanniques, les Français, les Espagnols, et quand Haïti devient indépendant, c'est en rupture militaire avec la France de Napoléon. C'est également contre l'avis des États-Unis qui attendront donc la veille de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis pour reconnaître Haïti, contre l'Espagne et contre l'Angleterre qui veulent reconquérir ce territoire-là. Et donc ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est un petit nombre de grandes puissances qui se mettent entre elles. Ce contexte-là, il apparaît dans le cas de Haïti, qui, permet vraiment d'ouvrir une brèche dans le système de domination impérialiste. Alors par rapport à Haïti, il y a un contre-territoire qui va être créé, c'est le Libéria. Donc le Libéria, c'est une colonie américaine en Afrique de l'Ouest, créée pour rapatrier les Noirs qui étaient libres aux États-Unis, puisque dans le contexte américain, Haïti était déjà une peur totale pour les propriétaires d'esclaves, et le développement de Noirs libres aux États-Unis inquiétait justement la suprématie blanche, on peut l'appeler comme ça. À ce moment-là, elle naît déjà, elle se met en place. Et donc, il est nécessaire, en fait, de trouver un territoire dans lequel renvoyer les Noirs libres, parce que l'image d'une liberté noire n'est pas concevable dans le contexte des États-Unis d'Amérique et dans le contexte colonial de manière plus générale. Il y a un troisième territoire. Donc le Libéria va poser la question du retour en Afrique, j'y reviendrai ultérieurement. Il y a un troisième territoire important, c'est l'Éthiopie,
Donc comme je disais, à partir des années 1880, on a la colonisation du continent africain. Il y a un territoire qui résiste, c'est l'Éthiopie, qui remporte une bataille à Adwa en mars 1896. Et cette victoire, elle est extrêmement importante. Voilà, on constate par exemple de manière assez anecdotique que l'année 1897 aux États-Unis est l'année à partir de laquelle on voit de plus en plus de bébés noirs américains qui naissent avec des noms éthiopiens. Parce que la victoire de l'Éthiopie, de Ménélique II contre l'Italie, a un retentissement énorme dans les communautés afro-américaines. Et dans ces communautés-là, et également afro-caribéennes, dans ces communautés-là, une partie de l'évangélisation du temps de l'esclavage et à la sortie de l'esclavage, dans la période de ce qu'on appelle le Grand Réveil, le Great Awakening, s'est faite à partir d'une version de la Bible protestante, la Bible du roi Jacques, dans laquelle en fait la question de l'Éthiopie est présente et à partir duquel se développe un courant politico-religieux au 19e siècle, 18e, 19e siècle, qu'on appelle l'éthiopianisme. Et donc on fait la jonction entre la dimension biblique de l'Éthiopie et la victoire politique et militaire d'un État, d'un empire, l'Éthiopie de Ménélique II. On fait déjà cette jonction, cette connexion, et on voit déjà l'Éthiopie comme étant la terre de rédemption qui sera ensuite déployée dans un autre cadre dans les années 20-30 par Marcus Garvey, puis à partir des années 30 par le mouvement Rastafari. Donc là, on voit vraiment se mettre en place différentes géographies. Et donc en 1900, il y a une conférence panafricaine qui est organisée à Londres, à l'initiative d'un certain nombre de militants, dont un qui s'appelle Benito Sylvain, qui est haïtien, qui en fait s'est rendu en Éthiopie en apprenant la victoire de Ménélique II, et qui explique à Ménélique II l'importance de créer un axe politique entre l'Éthiopie et Haïti pour défendre les Noirs du monde entier qui sont sous la domination coloniale. Et c'est extrêmement important cet axe-là, parce que il constitue un point de départ d'une tentative en fait de positionner le panafricanisme tout au long du XXe siècle dans l'histoire des relations internationales. Et c'est un des grands enjeux aujourd'hui. On a une histoire des relations internationales dans laquelle il n'est à aucun moment question de cette histoire-là. C'est-à-dire que personne n'a appris à l'école, dans tous les, les conférences et les congrès de l'après-Première Guerre mondiale, qu'il y a eu un congrès panafricain. Personne n'a appris à l'école qu'en 1945, il y a eu certes la conférence de San Francisco, il y a eu d'autres conférences, Yalta, etc., mais qu'il y a eu aussi un congrès de Manchester. Et donc l'un des enjeux, c'est que cette histoire des relations internationales, elle reste eurocentrée et colonialiste, et le panafricanisme, le mouvement qui se met en place à partir de 1900, à partir de cette conférence panafricaine de Londres, extrêmement intéressant parce que il montre en quoi l'histoire des relations internationales doit être décolonisée ou comment il faut produire une histoire décoloniale des relations internationales. Et c'est cette histoire-là qui est, je pense, extrêmement importante dans les situations que nous vivons aujourd'hui, avec le fameux Conseil de paix que Trump a fait, ou avec l'agonie de l'Organisation des Nations Unies. Lors de cette conférence de 1900, il y a 4 éléments qui sont clairement indiqués comme étant les adversaires du panafricanisme. Donc le colonialisme, donc il y a des textes qui en parlent, il y a un appel aux nations de l'univers qui en parle. Donc le colonialisme, qui est clairement et basiquement défini comme le vol et la division des terres. Voilà, donc il faut savoir que l'organisateur local de la conférence panafricaine de Londres s'appelle Henry Sylvester Williams. C'est un étudiant en droit, juriste, jeune juriste, qui est originaire de Trinidad et Tobago. Donc c'est un archipel au large du Venezuela. Et Henry Sylvester Williams, quand il était élève à Trinidad et Tobago, il a eu comme camarade de classe le fils d'un chef africain qui avait été déporté à Trinidad et Tobago. C'est-à-dire que pendant la colonisation, quand on dépose les souverains, Béhanzin, Dahomey, Samori Touré, etc., on les déporte. Prempeh, on les déporte. Certains ont été déportés au Gabon, d'autres en Algérie, d'autres en Martinique, d'autres aux Seychelles, d'autres à Trinidad, etc. On déporte les chefs.
Et donc, ces chefs, quand ils sont déportés, ils partent avec leur cour, leur famille, la famille royale, etc. Et donc, il y a des enfants de chefs africains qui se retrouvent à l'école avec des enfants caribéens, afro-américains, etc., et qui expliquent en fait l'histoire de leurs parents. Et Sylvester Williams, dans son cas précis, il a été marqué parce que son camarade de classe lui a dit, et plus tard, quand il arrive au barreau de Londres, il s'engage en fait à défendre les chefs africains qui intentent des procès pour essayer de récupérer la propriété de leurs terres. Puisque la colonisation, c'est ça, c'est le vol des terres, le vol illégal des terres, ou le vol en faisant signer des papiers de manière illégale. Et donc lui, il est vraiment engagé sur cette question de l'accaparement, de la récupération, de la restitution des terres. Ce colonialisme, il est fondé donc sur le principe de diviser pour mieux régner. Et donc si vous affrontez un système dont la base c'est de diviser pour mieux régner, vous devez lui opposer un autre système dont la base est d'unir. Et c'est le panafricanisme qui, dans ce contexte-là, propose effectivement un idéal d'unité. Je dis bien un idéal, parce que là aussi c'est un élément qu'il faut bien comprendre. L'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui Afrique, n'a été à aucun moment de son histoire unie. C'est-à-dire qu'à aucun moment de l'histoire de ce vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, il n'y a eu un gouvernement ou une religion pour tout le monde, ou une même langue pour tout le monde, ou une même décision, où les gens qui sont aujourd'hui à Alger échanger d'abord avec les gens qui sont aujourd'hui à Maputo, ou les gens qui sont aujourd'hui à Dakar, ou d'autres qui sont à Dar es Salaam. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'unité politique du continent africain. En revanche, ce qui est clair, net et précis, c'est que ce vaste continent, il a été profondément divisé. Et donc le principe du panafricanisme, c'est comment on sort de cette division. Et c'est un élément, une précision très importante, parce que c'est une précision qui permet de distinguer la lecture utopiste du panafricanisme, à savoir que ça n'a jamais existé. Effectivement, ça n'a jamais existé. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais ton histoire, ça n'a jamais... » Oui, bah oui, ça n'a jamais existé. Mais le problème n'est pas que ça n'ait jamais existé. Le problème, c'est que les divisions, elles, existent clairement et réellement. Et que nous devons les combattre. Et donc, le principe d'idéal d'unité, il est là. Ensuite, la question du racisme, qui est la division du monde par la ligne de couleur. Donc, vous avez cette formule de W.E.B. Du Bois, un intellectuel américain, qui dit que la grande question du XXe siècle, sera celle de la ligne de couleur et de ce qui nous est permis de faire selon que l'on soit de tel ou tel côté de cette ligne-là. Je pense que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux les trucs où vous avez le papier de couleur et vous avez les mains et selon la gradation terroriste, pas terroriste, un peu terroriste, voilà, c'est vraiment ça la ligne de couleur. C'est-à-dire que la couleur est un passeport. Et en même temps, la couleur est, je dirais, un élément qui renvoie à la nécessité de produire donc un principe de non-discrimination. Et donc l'un des éléments fondamentaux du panafricanisme, c'est que c'est un mouvement qui est fondamentalement contre toutes les formes de discrimination. On ne peut pas se revendiquer du panafricanisme et développer une quelconque forme de discrimination sur quelque point que ce soit. C'est extrêmement important. Dans le cas des Quilombos, dans le cas des Palanqués, dans le cas de tous les lieux de refuge, on prenait tout le monde. Les persécutés, les marginalisés, les défavorisés, les stigmatisés, on prend tout le monde. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il tend à disparaître derrière des approches très puristes, alors que précisément, on est sur une idée qui ne peut être le résultat que de brassage. Il n'y a pas de pureté. La pureté, on peut la trouver ou la chercher dans d'autres approches comme l'afrocentricité. Mais dans le cas du panafricanisme, c'est un mélange. Il ne peut pas y avoir de pureté. Donc toutes les idéologies fondées sur la pureté ou sur, je dirais, la normalité ou la norme ne peuvent pas fonctionner dans le panafricanisme ou ne doivent pas avoir leur place. Troisième élément, le capitalisme, qui est la division du profit par la race, la classe et le genre. Donc c'est comment on utilise différentes catégories pour créer du profit. Et par rapport à ça, il faut un principe de redistribution, donc les enjeux de justice sociale, la question de l'impérialisme, donc le partage du monde par les forces capitalistes, qui nécessite un principe d'autogouvernement. Donc ça, ce sont quelques-uns des éléments, quelques-uns des points en fait, qui structurent un peu cette
idées panafricaines et qui vont être développées dans différents congrès en 1919, 21, 23, 27, 45, avec différentes approches. En 1919, par exemple, c'est la question des colonies allemandes. L'Allemagne perd ses colonies, et donc il y a des militants panafricains qui disent les colonies que l'Allemagne a perdues, le Cameroun, le Tanganyika, le sud-ouest africain, il y a des peuples qui y vivent. Peut-être qu'on peut laisser ces peuples s'auto-gouverner, s'auto-déterminer. Et là, la société d'un soir, disons, non, on va faire des mandats, on va donner un bout à la France, un bout à l'Angleterre, un bout à la Belgique. Alors que les militants panafricains disaient, non, les gens qui étaient là, avant que vous, les Européens, vous arriviez, ils se gouvernaient déjà eux-mêmes. Ils avaient déjà leur propre modèle d'administration. Donc pourquoi, si on met en place une société des nations, ne pas les accueillir dans le cadre des nations? 1921, là, il y a 3 sessions qui ont lieu en 1921. Alors 1919, c'était à Paris. C'était très intéressant parce que ça a été fait avec l'accord de Clemenceau qui avait consulté le Premier ministre britannique et les Américains. Et en fait, on voit déjà qu'à cette époque-là, déjà dès 1900, au niveau notamment de la presse européenne, il y a quelque chose d'assez particulier. Il y a quelque chose qui relève à la fois de la moquerie, genre des Noirs se réunissent, voilà, c'est bizarre. Voilà, ça renvoie parfois aussi à... Souvent, je vois aujourd'hui, on a ces idées où, voilà, dès que 2-3 Noirs se réunissent, les gens sont en panique, etc. En fait, il faut bien vous mettre dans l'époque où, dans la première conférence panafricaine, un quotidien britannique dit il y a une rencontre de gens bizarres, des gens noirs qui se sont tous réunis entre eux. Voilà. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait quelques observateurs blancs, il y avait aussi, alors qu'on dit noir c'est générique, mais il y avait aussi quelques militants d'Asie du Sud, notamment du Sri Lanka, etc. En 1919, quand la conférence a lieu à Paris dans le quartier de l'Opéra, en fait on se rend compte que l'un des éléments d'autorisation de cette conférence, c'était de pouvoir espionner. C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, il y a un régiment noir américain, les Harlem Hellfighters, qui a été très, visible dans les combats, qui n'a perdu aucune bataille sur le sol européen et qui inquiète beaucoup les autorités américaines, parce que ce sont des Noirs qui savent manier les armes, qui savent tuer des Blancs, etc. Voilà. Et donc, quand ces régiments-là sont rapatriés aux États-Unis, il est clairement dit qu'au moindre geste d'insubordination, on les coulera au milieu de l'Atlantique. Voilà, un peu comme à l'époque, on coulait les esclavagisés quand on ne pouvait pas les vendre bien pour toucher la police d'assurance. Donc là, il y avait vraiment cette menace-là. Et donc les États-Unis, les Américains, s'inquiètent en fait de voir se développer tous ces mouvements nationalistes noirs et s'interrogent aussi sur les liens qui se font entre 1917 et 1921, entre le panafricanisme et le communisme. Parce que eux sont dans l'idée qu'en réalité, le panafricanisme serait déjà, entre guillemets, le jeu des communistes. Et en même temps, dans les partis communistes qui se créent à cette époque-là, notamment en France et aux États-Unis, et même en Angleterre, la question noire est présente et posée, et les noirs sont déjà utilisés un peu comme des tokens. C'est-à-dire qu'on les utilise, on les met en avant, ça a été le cas de Richard Wright, dans l'idée d'attirer massivement dans les rangs de la gauche une partie importante du prolétariat, c'est-à-dire le prolétariat racisé, noir, maghrébin, etc. Et ça, c'est un élément de tension qui va vraiment se développer dans l'entre-deux-guerres, les relations entre le panafricanisme et le communisme. Et ce point-là, lors du second congrès panafricain, qui a lieu en 3 parties, la première partie a lieu à Londres, où là, ce sont les travaillistes britanniques, donc la gauche britannique, qui est très progressiste, qui soutient vraiment des motions quasi radicales, révolutionnaires. La deuxième session a lieu à Bruxelles, et lors de la session de Bruxelles, les travaillistes belges sont présents, mais en même temps, les milieux financiers belges sont très inquiets des liens qui se développent entre les mouvements panafricains et le mouvement d'une figure qui s'appelle Marcus Garvey, et le mouvement d'un personnage qui est au Congo qui s'appelle Simon Kibangu, et le fait qu'au Congo, le Congo belge, qui a une colonie qui a été industrialisée très tôt, où il y a des ouvriers, où il y a un prolétariat noir américain, et bien circulent un peu ces idées panafricanistes, révolutionnaires, etc.
Et donc les Belges aussi, en fait, cherchent à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et la troisième session a lieu à Paris, avec Blaise Diagne, le député du Sénégal. Et c'est lors de la troisième session de ce congrès qu'on devait voter quelles seraient les motions finalement retenues entre celle de Londres qui était, entre guillemets, très à gauche, celle de Bruxelles qui était à gauche mais modérée, c'était les internationalistes belges, La Fontaine, Autrey, etc. Et celle de Paris qui était évidemment beaucoup plus conservatrice. Parce que là, on est vraiment dans un cadre républicain, etc. Et c'est la motion de Paris, donc la motion la plus conservatrice qui a été votée, parce que, en fait, Blaise Diagne, qui présidait la séance, a profité de la pause café pour faire revenir dans la salle des gens qui étaient favorables à sa motion, pour faire voter sa motion, pendant que les autres étaient au café. Quand les autres sont revenus, on leur a dit « le vote est passé ». Et c'est un élément qui a été aussi accéléré par le fait que dans la traduction d'un discours de Du Bois à un moment parle des biens communs et c'est traduit par communisme. Et en fait, c'est un élément en fait, qui allume une lumière rouge. Et 1921 marque du coup une scission entre les militants francophones et les militants anglophones. Ce qui fait que le troisième congrès, en 1923, va se dérouler à Lisbonne. Et là, c'est très important parce que du coup, il y a des militants de l'Afrique lusophone qui sont beaucoup plus avancés qu'on ne le croit. Là aussi, il y a une invisibilisation de l'espace lusophone dans les réflexions sur l'Afrique, le panafricanisme, etc. Parce qu'ils sont en lien avec les révolutionnaires brésiliens, avec la gauche brésilienne, avec tous ces mouvements-là. Et ils sont dans un empire colonial qui est le plus arriéré, le plus archaïque, le plus sous-développé. Le Portugal est un pays sous-développé à l'époque. C'est une colonie des intérêts britanniques. Et lors de ce troisième congrès, alors je le dis parce que c'est important de le savoir, l'une des revendications notamment des militants panafricains, c'était le droit au port d'armes. Voilà, ils disaient on veut avoir le droit de porter des armes et de se défendre. Et tout ça, c'est des éléments importants parce que dans l'imaginaire collectif, on pense que cette question du droit à l'autodéfense n'est apparue que dans les années 60 avec les Black Panthers. Comme on le voit aujourd'hui, les nouveaux Black Panthers avec Ice, etc. Alors qu'en fait, dès les années 20, des militants des colonies portugaises disaient nous, on veut aussi le droit de porter des armes. C'était aussi des revendications dans les colonies françaises, puisque l'un des éléments en fait, qui développe la question du port d'armes en Afrique, c'est la chasse, puisque la chasse est une activité colonialiste par excellence, et la chasse est réservée aux colons, et donc les colons ont le droit de porter des armes au titre notamment de la chasse, mais les indigènes, les autochtones n'ont pas le droit, et ça a évidemment un rôle sur le rapport de force. En 1927, il y a un quatrième congrès qui a lieu. Là aussi, c'est des congrès atypiques, puisque c'est le seul congrès de l'histoire qui ne traite pas des femmes, mais qui a été intégralement organisé par des femmes. C'est un comité de 10 femmes, les Ladies of Brooklyn, qui a totalement organisé ce congrès de A à Z. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur toute cette période des congrès panafricains, on est sur des mouvements autofinancés. Et ce sont généralement les femmes qui organisent les activités génératrices de revenus. Ce sont elles qui organisent les galas de charité. Ce sont elles qui tiennent les carnets d'adresses, parce que tout ça se fait avec des carnets d'adresses. Et on a des groupes sociaux, notamment les infirmières noires de la Première Guerre mondiale, qui vont ensuite servir de relais, également de marraines de guerre, pour ensuite aider à développer ce mouvement-là. Et puis en 1945, on a donc le 5e congrès de Manchester, le 5e congrès panafricain, pour lequel on a des textes vraiment fondateurs qui, pour moi, restent vraiment les références du panafricanisme. Là, on a donc un texte qui est intitulé « Le défi aux puissances coloniales », qui indique très clairement que le panafricanisme est un mouvement pacifiste. Voilà, les délégués panafricains croient en la paix. Comment pourrait-il en être autrement alors que pendant des siècles, les peuples africains ont été victimes de violences et d'esclavage? Pourtant, si le monde occidental est toujours déterminé à gouverner l'humanité par la force, alors les Africains, en dernier recours, devront peut-être faire appel à la force dans l'effort de parvenir à la liberté, même si la force les détruit, eux et le monde. Donc déjà, dans ce premier paragraphe, il y a une revendication, une possibilité d'aller à la lutte armée pour se libérer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que
la révolution haïtienne, c'est une lutte armée, c'est une lutte à mort. Et cette possibilité qu'a représentée la révolution haïtienne, ça a été la fin d'un certain monde. C'est-à-dire que Saint-Domingue était la colonie la plus riche du Nouveau Monde. Et quand on fait la révolution en Haïti, on détruit l'appareil de production coloniale. C'est-à-dire qu'on détruit en fait ce qui faisait pour les Occidentaux la valeur de ce territoire-là. Ce qui veut dire tout simplement que aujourd'hui l'Afrique est immensément riche, elle a énormément de ressources. Et si on entrait dans une logique de Killmonger et qu'on détruit les richesses du continent africain nous-mêmes, c'est le monde qu'on détruit. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire chanter le monde entier en disant que toutes les richesses que vous voulez, nous avons la possibilité également de les détruire et de fermer le monde, de fermer l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, qui est indiqué dans cette simple formule. On est en 1945. On le sait pourquoi, parce que qu'est-ce qui fait le monde d'aujourd'hui? C'est l'uranium du Congo pour les 2 bombes atomiques. C'est ça qui a été le point de départ de tout. Et donc on a ces éléments-là. On sait que tout est sur le sol africain et on a les moyens, par la force, de tout détruire, eux et le monde, et même nous-mêmes. Donc il y a une dimension, pas du tout suicidaire, mais une dimension de responsabilité sur le degré de force, de violence que nous devons mettre dans notre libération et de ce que ça représenterait pour le monde entier. Nous sommes déterminés à être libres, nous voulons l'éducation, nous voulons le droit de gagner une vie décente, le droit d'exprimer nos pensées, nos émotions, d'adopter et de créer des formes de beauté. Donc la question de la beauté, elle est fondamentale, la question de l'esthétisme, la question de l'art, la question de la création, de la créativité. Nous exigeons l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique noire, jusqu'à présent et pas plus loin qu'il n'est possible dans ce monde unique, que les groupes et les peuples se gouvernent soumis à l'inévitable unité et à la fédération mondiale. C'est-à-dire que l'Afrique fait partie du monde. On ne peut pas penser le monde sans l'Afrique, mais la question de l'unité de l'Afrique est à la base également de la question de l'unité du monde. Voilà, le monde ne peut pas être uni tant qu'il se divise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique a été le terrain de division des impérialismes. Il y a un article de W.E.B. Du Bois qui explique très clairement que si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale, toute l'Afrique aurait été allemande. Et que le vrai butin des guerres mondiales, c'est pas tellement les trucs en Europe, c'est vraiment les trucs dans les colonies, parce que ce sont les colonies qui mondialisent les guerres. Et par rapport à cette position-là, la position des militants panafricains était de dire que dans tous les conflits qui opposent les Européens entre eux, il faut adopter une position de neutralité. Et ça, c'est une position qui avait été prise au début des années 1900, lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud, qui opposait les colons britanniques aux Afrikaners, donc les colons hollandais. Le principe était que dans tous ces conflits, il faut rester neutre. Et c'est une position extrêmement intéressante parce qu'elle va à l'encontre de ce pourquoi les Européens et d'autres ont besoin des colonies. C'est parce qu'ils ont besoin de soldats, ils ont besoin de forces noires, ils ont besoin de tirailleurs. Et c'est à ça que nous avons servi pendant trop longtemps et c'est à ça que l'on veut que l'on serve encore aujourd'hui. Nous n'avons pas honte d'avoir été patients longtemps. Nous continuons volontairement à sacrifier et à nous efforcer, mais nous ne voulons plus mourir de faim tout en faisant la corvée du monde, afin de soutenir par notre pauvreté et notre ignorance une fausse aristocratie et un impérialisme discrédité. Nous condamnons le monopole du capital et la règle de la richesse privée et de l'industrie pour le seul profit privé. Nous saluons la démocratie économique comme seule véritable démocratie. Donc ça aussi c'est un point important que Patrice Lumumba va reprendre, le principe de la démocratie économique, à savoir que ceux qui produisent des richesses sont ceux qui doivent décider de ce qui est fait des richesses. Donc c'est vraiment le contrôle de l'appareil de production. Donc c'est une approche différente de la démocratie libérale, de la démocratie bourgeoise, etc. Par conséquent, nous porterons plainte en appel et en mise en accusation. Nous ferons écouter au monde les faits de notre État. Nous nous battrons par tous les sens du possible pour la liberté, la démocratie et l'amélioration sociale. Donc voilà le texte, un extrait du texte envoyé par les militants du Congrès panafricain de Manchester aux puissances coloniales. Et puis il y a un deuxième texte qui, lui, est adressé au peuple colonisé. Voilà, donc là, c'est les colonisés parlent aux colonisés. Donc voilà, nous croyons au droit de tous les peuples de se gouverner eux-mêmes. On est en 1945, l'ONU est à peine en train de naître. Voilà. Nous affirmons le droit de tous les peuples coloniaux de contrôler leur propre destin.
toutes les colonies doivent être libres du contrôle impérialiste étranger, qu'il soit politique ou économique. Les peuples des colonies doivent avoir le droit d'élire leur propre gouvernement, un gouvernement sans contrainte d'une puissance étrangère. Alors, quand on lit ça, c'est totalement l'actualité d'un certain nombre de situations où les peuples ne sont pas libres réellement d'élire les personnes qu'ils souhaitent élire dans un certain nombre de pays africains et d'autres pays également. Par conséquent, la lutte pour le pouvoir politique par les peuples coloniaux, donc l'objectif des puissances impérialistes est d'exploiter en accordant donc, le droit aux peuples coloniaux de se gouverner eux-mêmes. Ils vont à l'encontre de cet objectif. Donc la lutte pour le pouvoir politique par les peuples coloniaux est le premier pas vers et le prérequis nécessaire pour l'émancipation sociale, économique et politique complète. Donc le 5e congrès appelle les travailleurs, les agriculteurs des colonies à s'organiser efficacement. Les travailleurs coloniaux en première ligne de la lutte contre l'impérialisme. Ce 5e congrès appelle les classes intellectuelles et professionnelles des colonies à s'éveiller à leurs responsabilités. La longue et longue nuit est terminée. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule voie vers une action efficace, l'organisation des masses, peuples coloniaux et sujets du monde, unissez-vous. Donc il y a vraiment une rupture à partir de ce congrès panafricain de Manchester de 1945, qui me semble d'ailleurs être le bon moment pour faire la pause, parce que c'est vraiment un point de départ. Après 1945, il y a les Kwame Nkrumah, il y a les luttes de décolonisation, il y a d'autres enjeux qui arrivent, mais là, en fait, cette première partie, je pense qu'elle vous pose un peu, je dirais, les différents piliers du panafricanisme, à la fois en termes de profondeur idéologique et historique, en termes également d'enjeux sur les questions de système, et également en termes d'orientation, puisque vous avez vu dans les 3-4 slides que j'ai présentés, je crois qu'il en reste encore 7 ou 8, les objectifs vers lesquels ce mouvement tend jusqu'à aujourd'hui. Donc ces deux formules-là du Congrès panafricain de 1945, elles sont toujours actuelles. C'est toujours ce pourquoi nous nous battons. L'organisation des travailleurs, des agriculteurs, des colonies, le fait que les intellectuels et les catégories socio-professionnelles doivent prendre leurs responsabilités, ça rejoint ce qu'Amilcar Cabral appelait le suicide de classe. Donc la capacité en fait d'une certaine élite, élite dans le sens eurocentré du terme, à renoncer à ses privilèges pour se solidariser avec les masses et ne plus être la courroie de transmission d'une domination de type néocolonial ou de type capitaliste et impérialiste. La question du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, qui est la question aujourd'hui de ce qu'on appelle basiquement ou vulgairement la souveraineté, ça aussi ça fait partie des enjeux. Et évidemment les questions de justice économique et sociale, la démocratie économique, c'est fondamentalement la question du franc CFA, dans des termes un peu plus poussés, un peu moins, je dirais, terre à terre. C'est des questions de démocratie économique qui sont ici posées, de système à changer. Voilà, donc je ne sais pas comment est prévue la pause, s'il y a des échanges, des questions, enfin je vous laisse gérer. Ouais. Du coup, je propose de faire 15 minutes de questions, réponses, et après on pourra faire une pause de 10 minutes. Ça vous va ? Est-ce qu'il y a des questions ? T'as une question ? Moi j'en ai une. Ouais. Tout à l'heure tu avais parlé d'africanité, mais moi je me demande sur quelle base on peut définir l'africanité. C'est quoi les paramètres qu'il a définis? Alors il n'y a pas de paramètres d'africanité, il y a des sociétés, il y a des cultures, il y a des histoires, il y a des langues. Donc déjà on n'est pas sur un terme, je dirais, unique, parce qu'il y a différentes manières d'être africain. Voilà, donc la question de l'africanité, c'est à chacun de se la définir. Certains ont des critères très élevés, d'autres n'en ont pas. On peut dire d'une certaine manière que la base de l'africanité serait de parler une langue africaine, mais il y a plein de gens qui ne parlent pas une langue africaine, mais qui ne sont pas pour autant moins africains. On pourrait dire que la base de l'africanité serait d'avoir une conscience de l'histoire, une connaissance de l'histoire africaine. Donc pour moi, on est plus dans des questions de groupes sociaux. Pour moi, on est plus sur des questions de groupe social que d'identité pur jus.
Voilà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sur la question notamment de la géographie, on pourrait dire que est africain toute personne qui vient du continent dit Afrique, mais là aussi, on a une histoire, on est des humains, on a des gens, on se déplace, etc. Et il y a des groupes africains qui sont à l'extérieur du continent africain, qui peuvent s'auto-définir comme africains ou pas. Et ça, c'est un des grands débats sur les notions d'afrodescendance que moi, j'ai eu beaucoup de mal, entre guillemets, à valider, parce que pour moi, ça renvoie vraiment à un narratif très néolibéral et onusien des années 2010, où on veut dire des choses sans dire les choses. Voilà, je parle plutôt d'Africains du Canada, d'Africains du Brésil, etc. Encore une fois aussi sur la question de la géographie, il y a un travail de décolonisation de la géographie qui me semble important pour savoir qu'est-ce que l'Afrique, où va l'Afrique, parce que dans certains cas, par exemple, on oublie totalement les îles. Voilà, la question de l'africanité à Madagascar, aux Seychelles, dans d'autres espaces dits de l'océan Indien est un débat en soi. La question de l'Afrique du Nord aussi est régulièrement posée dans certains milieux, alors que je pense qu'elle est beaucoup plus complexe parce qu'elle englobe aussi la question de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer africaine, mais dans l'imaginaire, c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe. C'est-à-dire que la question des mers, la question des océans, elle est aussi interrogée. La question de la frontière avec l'Asie, par exemple, pour nous, la Palestine fait partie de l'Afrique. Elle fait partie, tectoniquement parlant, elle est en Afrique. C'est pas pour rien que l'OLP a été à tous les sommets de l'Union africaine, que l'indépendance de la Palestine a été proclamée en Afrique. La Palestine, elle est en Afrique. Il n'y a pas de doute là-dessus à notre niveau. Sauf que pour les conceptions géographiques, il y a des frontières qui ont été créées. On a fait, je ne sais pas, du canal de Suez, la frontière entre l'Afrique et l'Asie, mais en fait, on a construit des frontières humaines, des frontières géoéconomiques qui sont également à interroger. La mer Rouge, toute la partie du Yémen, de cette péninsule, etc., pendant très longtemps, c'était en lien avec l'Éthiopie. On ne peut pas penser le Yémen sans penser la Somalie, l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, une décolonisation à faire de ces espaces-là, de ces frontières, en commençant effectivement par tous ces espaces, quoi. Puis aussi, on a toujours des questions coloniales concrètes. Mayotte, Ceuta et Melilla, etc. On a toujours ces questions qui se posent. Donc la question de l'africanité, pour moi, elle est, elle relève vraiment plutôt du groupe social que, on va dire, de l'identité en tant que telle, quoi. Peut-être pour rebondir là-dessus, j'ai une question aussi. Je vois pas trop, mais c'est peut-être très européano-centré, mais je vois pas trop en quoi la question des langues s'étend un enjeu de division. Parce que, voilà, par exemple, vous venez de le dire, par exemple, la péninsule arabique, elle était liée à l'Afrique avant. Enfin, je pense qu'il peut y avoir une unité africaine en ayant une pluralité de langues. En particulier, en plus, il y a beaucoup de pays africains qui, de base, ont énormément de langues locales. Donc, je me demande comment penser cette unité sans avoir cette perspective de les langues nous divisent, les religions nous divisent. Peut-être les religions un peu plus, j'ai envie de dire, vu qu'elles sont importées pour beaucoup, mais des langues, j'en ai pas. En fait, le problème, c'est que, à ma connaissance, il n'existe aucun dictionnaire Wolof-Amharique, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut des dictionnaires entre les langues africaines. C'est la base, quoi. C'est-à-dire que il faut parce que toutes nos langues sont tirées vers les langues coloniales. Toutes les langues africaines sont tirées vers les langues coloniales. Donc il faut un travail interlinguistique, premièrement. Deuxièmement, la question des langues, c'est une question extrêmement sensible. Et c'est pas pour rien qu'au moment des indépendances, les dirigeants, là, ils ont dit on va garder la langue coloniale parce que si on doit choisir des langues du pays, tout ça, ça va partir dans tous les sens. La position officielle, et même au niveau des institutions type Union africaine, c'est que le Kiswahili doit être la langue continentale. Le principe est clair, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans toutes les écoles du continent africain, de Dakar
de Praia jusqu'à Zanzibar, de Alger jusqu'à Antananarive. Il faudrait que dans toutes ces écoles-là, il y ait pour chaque niveau de classe, une classe dans laquelle, par exemple, le Kiswahili est enseigné. Et les parents qui sont conscients, qui ont compris, mettront les enfants dans ces classes-là. En fait, c'est un peu cette logique-là, je pense, qui est pensée d'une certaine manière, c'est comment, en fait, produire une langue qui permet de rationaliser un certain nombre d'éléments qui nous divisent. Le fait que nous traitons dans un droit dont nous ne maîtrisons même pas les éléments, nous traitons en français alors qu'on ne sait pas forcément parler français. Donc comment en fait on développe aussi notre propre conception juridique du monde si on doit le faire aussi dans des langues qui sont étrangères. Je prends le cas de la Tanzanie, parce que c'est là où j'ai pas mal travaillé, parce que Walter Rodney était là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont passés au Kiswahili comme langue au niveau de l'enseignement? C'est parce qu'il y a eu des examens, une année sur le brevet, je crois, où les résultats ont été catastrophiques parce que les élèves n'avaient pas compris l'énoncé en anglais. Mais en fait, en Kiswahili, ils auraient tous compris. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, ils ont compris qu'il faut vraiment reconstruire tout le système éducatif à partir des langues africaines. Ça ne veut pas dire qu'on efface toutes les langues africaines, mais il faut en tout cas ce travail-là au niveau des langues africaines. Il me semble également important parce que dans les langues africaines, il y a un certain nombre de concepts qui peuvent nous aider à nous en sortir à une époque où on est un peu perdu sur les concepts de démocratie, de laïcité, des trucs qui ne font pas forcément sens dans la ligne historique du continent africain. Et c'est aussi à ça que les langues peuvent servir. L'autre élément, je pense, c'est que la question des langues, je pense que vous l'avez dit, c'est une question qui est vivante. C'est une question qui stigmatise également. Voilà, il y a des pays, il y a des zones, rwandophones, etc. Enfin, voilà, c'est très compliqué, quoi, ces questions des langues. Dans certains espaces, ça suscite des fantasmes, ça suscite des choses extrêmement compliquées. Donc pour moi, il faut vraiment qu'on la traite, je pense, de la manière la plus, la plus sérieuse possible, en commençant vraiment au niveau de l'éducation. Parce que c'est quand on apprend aux enfants l'existence de différentes langues, je pense qu'on déconstruit l'une des problématiques qui arrive un peu plus tard, qui est celle du tribalisme, qui est comment en fait on divise les Africains par les ethnies, etc. Tout ça, alors qu'en réalité il y a un tronc commun, il y a des équivalences, il y a des rapprochements à faire, et ces rapprochements, il faut aussi les faire avec les langues dites créoles, le martiniquais, guadeloupéen, le haïtien, etc. Parce que ce sont aussi des richesses. Donc voilà, donc l'idée c'est pas d'avoir une langue unique, etc., mais c'est d'avoir en fait une langue qui est parlée un peu partout. Vous savez que si vous maîtrisez cette langue-là, vous pouvez aller un peu partout. L'idée par exemple c'est que si demain un Sénégalais qui parle français et Wolof rencontre un Mozambicain qui parle portugais et Makondé, ils vont essayer de baragouiner en anglais. Mais si l'un et l'autre, ils ont des notions de Swahili, tout ça, ils vont parler en Swahili. Donc c'est aussi ça, en fait, ces questions-là qui sont importantes. Et surtout, si on veut recentrer ou sortir de l'eurocentrisme, c'est important. Et justement, sur les questions des langues, je voulais poser une question autour de vos conférences, contrairement à la nécessité linguistique. Quand on voit les sentiments des Africains, s'approprier les lingala ou aimer les lingala et tout, c'est vraiment une question que je me pose, non pas parce que je suis congolaise ou que je parle lingala, mais est-ce que les lingala ne dominent pas dans l'imaginaire collectif et qu'on pourrait saisir justement cette occasion-là pour aussi panafricaniser ou unifier les Africains à travers cette langue-là ou pas? Après, la question même de l'origine du lingala aussi, ça pose problème aussi parce que c'est pas très bien expliqué ou détaillé. Une deuxième question, c'est comme vous avez évoqué Kimbangu, j'aimerais vraiment savoir un peu plus, vous l'avez baillé rapidement.
rapidement comme ça, s'il y a des choses à savoir sur ses correspondances avec l'Amérique au moment où il mène sa travail. Alors ça c'est un élément aussi très intéressant, c'est-à-dire que les grands écrivains africains n'écrivent pas en langues africaines, mais tous les grands chanteurs africains chantent dans des langues africaines et ça fait circuler des langues africaines. Et là, les artistes congolais, ils ont bien travaillé, ils ont vraiment fait un gros boulot qui me semble essentiel. Donc la question, c'est effectivement comment l'outil linguistique peut être mieux valorisé, peut être mieux utilisé. Alors, moi, j'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'il faut une politique de développement culturel qui tienne compte justement de l'importance des langues. Dans un pays comme la RDC, qui est évidemment très largement ciblé par Emmanuel Macron comme étant le premier pays francophone du monde, alors que c'est pas vraiment ça. Juste parce qu'il est le plus peuplé des pays francophones, il est présenté comme le plus grand pays francophone du monde, mais qu'effectivement, le Lingala, le Kiswahili, même le Kikongo, d'autres langues sont là, mais elles ne bénéficient pas justement du même soft power ou du même type institutionnel que la francophonie, Goethe Institut, etc. Donc il faut développer des moyens d'enseignement, de codification, de clarification effectivement de l'histoire de la langue. Ça c'est un premier élément, donc ça c'est au niveau des États de le faire, de soutenir des instituts de langue, de soutenir des travaux qui valorisent la connaissance des langues, et surtout de traduire dans les langues les grands classiques. Voilà, parce que si on prend le Kiswahili, comment ça s'est fait? C'est parce que Nyerere a fait traduire tous les Molières, les Shakespeare, les Cervantes en Kiswahili. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, si vous êtes tanzanien, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'anglais, le français ou l'espagnol pour lire ces gars-là. Parce qu'ils sont traduits directement dans votre langue. Donc du coup, ça change beaucoup de choses. Et ça permet également de travailler sur comment on traduit des concepts d'une langue à l'autre, etc. Donc il y a, je pense, tout ce travail-là qui passe par l'écrit. Donc c'est bien de parler les langues, mais c'est quand même la culture de l'écrit qui permet notamment une certaine mémorisation, une certaine utilisation politique, on va dire, de ces langues-là. Donc moi, il y a un travail sur l'écrit, qui me semble essentiel. Sur Simon Kibangu, alors Simon Kibangu, c'est un prophète, hein, c'est un homme qui a construit tout un mouvement religieux, millénariste dans les années 1900, fin des années 1910, au Congo belge, qui a un peu terrorisé les colons, parce que le centre de son prêche, c'était de dire qu'un jour, les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. Donc il a été pourchassé, traqué, arrêté par les autorités coloniales. Et au moment de son exécution, alors il y a plusieurs versions. Donc il y a la version où les balles se transforment en eau. Et donc il a été condamné et emprisonné à vie pendant 30 ans. Alors, en fait, ce qui se passait à cette époque-là, c'est qu'il y avait justement beaucoup d'incompréhension de la part des colons belges sur le profil des ouvriers noirs américains qui étaient au Congo. Mais en réalité, ils n'avaient pas vraiment de lien avec Kibangu. Ils avaient plutôt des liens avec d'autres mouvements religieux qui venaient notamment du Libéria et un peu aussi d'Afrique australe. Mais les liens avec Kibangu en fait n'étaient pas présents. Kibangu a beaucoup plus impacté au niveau justement du peuple congolais et de ses disciples qui étaient vraiment beaucoup plus dans son groupe social et ethnique. Donc il n'y a pas vraiment eu de relation ou de lien direct à ce moment-là. Peut-être qu'on peut faire la pause et puis quand on reprend à 20h, on peut peut-être prendre les dernières questions avant de reprendre, si ça vous va. On s'en va rapidement parce qu'il faut reprendre le cours après. Oui. Pendant le cours aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions qui sont en lien direct avec ce que Hamza était en train de dire. Oui.
Dans un monde où les injustices étouffent, où les voix des opprimés sont ignorées, il est temps de faire entendre une nouvelle voix. Une voix forte, une voix différente, une voix alternative. Ah oui, nous sommes l'alternatif. L'alternatif à des médias qui ferment les yeux sur la misère et la souffrance du peuple haïtien. L'alternatif pour donner la parole à ceux qu'on réduit au silence. L'alternatif pour rêver d'une société fondée sur la justice, l'égalité, la liberté et la solidarité. Oui, nous c'est alternatif. Dans un monde miro mi bas, nous connectons les voix des opprimés d'Haïti, d'Afrique et de la diaspora. Alternatif, c'est plus qu'une émission, c'est un engagement. C'est votre espace pour briser les chaînes du silence. Parce que nous croyons que seule la contribution des exclus peut construire un vrai changement. Rejoignez-nous, abonnez-vous et soutenez une voix qui est aussi la vôtre. Alternatif, l'émission qui vous parle et qui parle pour vous.